Bonjour et bienvenue au 7e épisode de notre podcast Retour sur les attentes, où Jonathan et moi discutons des pratiques d'évaluation dans le marché de l'information professionnelle ici en France et parfois ailleurs. Bonjour Jonathan, Salut Joss. comment tu vas? Très très bien, et toi? Très très bien aussi, même si toujours un peu enrhumé, mais je vais m'en débarrasser. La prochaine fois que tu m'entends, ça va être nickel. J'entends ça, c'est le rhume du printemps. C'est ça. C'est ça. Alors c'est quoi de neuf chez toi? Quoi de neuf à part le printemps et les oiseaux qui chantent, hein. Tu vas peut-être les entendre en fond, mais ça n'arrête pas aujourd'hui et c'est assez agréable. Ils Euh, sont heureux. ouais, exactement, ouais, il y a du soleil, il fonctionne comme moi avec la météo, je pense. Mm. Écoute, beaucoup de travail actuellement, beaucoup d'activités et beaucoup de sollicitations. Ça, c'est intéressant. Je Euh, vois ça. pour voilà beaucoup de là je viens d'enregistrer un podcast avec EduSign. J'avais un podcast aussi encore prochainement qui va être enregistré avec Anne-Marie Cugnier. J'ai participé, donc j'ai répondu à une interview pour les besoins d'un article pour un organisme de formation, un groupe d'organismes de formation. Donc tout cela évidemment autour de l'évaluation des formations. Et on Oui. voit que c'est un sujet, ça fait toujours plaisir de le constater, qui reste d'actualité, et on voit que avec, on va dire, le développement de différentes technologies, l'IA, etc., ça repose des questions d'évaluation. Et donc, voilà, on m'interroge à ce sujet. Et aussi, ça me fait toujours plaisir, pour, on va dire, pour battre en brèche les idées reçues sur l'évaluation des formations, comme quoi ça serait une usine à gaz, que ça serait trop compliqué à faire, etc. Donc ça permet de remettre les pendules à l'heure, et ça c'est très intéressant. Donc voilà, je suis très très content voilà, de participer à cette, comme disent certains, à cette évangélisation des bonnes Eh oui. pratiques d'évaluation, Mm. comme on le fait. Sensibilisation, éducation, évangélisation, c'est jamais trop, mais on est là pour contribuer, pour faire bouger les choses. Exactement, il faut le répéter les choses, hein. C'est voilà, Mm. c'est un de mes anciens clients, c'est la répétition fixe la notion. Bon voilà, c'est tout. On va répéter les choses, c'est pas grave, ça nous fait Mm. plaisir, on aime ça. On aime ça. Et donc, en fait, on a un scoop aussi, c'est que malgré tes convictions, tes promesses, tu m'as juré que tu allais pas le faire. En fait, tu as annoncé sur LinkedIn que tu vas faire, il y a quand même une 4e édition de ton livre, Eh n'est-ce ouais, pas? tu vois, exactement, j'ai craqué. Alors j'ai T'as craqué. craqué. Alors c'est pas, pourtant c'est pas vraiment l'activité d'écriture n'est pas du tout quelque chose qui me déplaît, voire même je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me plaît de plus en plus. Je pense que je vais même écrire d'autres choses que sur le sujet de l'évaluation des formations. Mais je me disais, bon, voilà, l'édition 2021, pour moi, elle était vraiment aboutie. Quand je la relis, quand je relis certains passages, je me dis, bon, c'est toujours d'actualité, donc ça, c'est OK. Donc, je me disais, bon, quelle va être la valeur ajoutée de s'y replonger? Et puis, l'actualité aidant, il y a tellement de choses qui se passent. Voilà, l'IA, etc. Donc, toutes ces choses-là, et puis les sujets dont on discute à deux, tu vois, sur voilà, vraiment mettre l'apprenant au centre de l'évaluation. Comment on pourrait imaginer une évaluation qui soit réellement un compagnon de l'apprenant, etc. Donc, tous ces sujets-là, je prends des notes par-ci par-là, puis je me dis, tiens, ça mériterait quand même de venir enrichir une 4e édition. Et de ce fait, ça signifie que je vais en profiter pour refondre, revoir assez largement le texte. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé sur LinkedIn en disant, chère lectrice, cher lecteur, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, comment je peux améliorer les choses, qu'est-ce qui vous semble superflu, voilà. Je prends un exemple, mais ça fait 3 éditions qu'à chaque fois je fais un peu le bilan des pratiques d'évaluation. Bon, voilà, est-ce que c'est encore nécessaire d'en parler dans la 4e édition, alors que les 3 éditions précédentes on en parlait? Est-ce qu'on ne peut pas laisser de la place pour d'autres choses? Mm. Donc voilà, je vais m'y coller à nouveau, et voilà, je vais profiter peut-être de cet été pour commencer à poser, à coucher mes notes, mes idées sur le papier. Tu as reçu des idées intéressantes ou est-ce que tu sollicites encore là? Est-ce que c'est les auditeurs ici? Est-ce que ça peut t'intéresser, Jonathan, qu'ils Alors, t'envoient des idées? ouais, tu as raison d'en parler. Alors, j'ai eu pas mal d'idées intéressantes.
Il y a des choses auxquelles je pense évidemment, mais je voulais pas les mettre dans le post pour ne pas influencer, mais évidemment, c'est arrivé. Donc, l'IA, hein, qu'est-ce qu'on Eh peut oui. faire à ce niveau, mais ça n'étonnera personne. Mais pas mal de suggestions, donc merci aux personnes qui se sont exprimées, mais évidemment, je vous invite à me contacter via LinkedIn si vous avez encore plein d'autres idées ou si... c'est vrai que, alors ce qui me fait plaisir, c'est que le livre est toujours présenté par les personnes qui l'ont lu comme vraiment et comme quelque chose d'utile. Il y a Fabrice qui se reconnaîtra notamment, qui me dit même s'en servir comme tapis de souris, c'est pour dire à quel point il C'est présent sur le bureau. Ouais. exactement, il l'a en permanence sous le coude. Et donc, voilà, j'ai vraiment voulu en faire un manuel pratique. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse de savoir, c'est voilà, qu'est-ce qu'il manque pour accompagner les personnes dans leur pratique d'évaluation. Donc, s'il y a des manquements, et il y a quelques manques qui ont été mis en exergue sur LinkedIn, ben, j'en prends note et puis voilà, je me mettrai à la tâche avec plaisir avec cela comme objectif. Super, super. Bah, écoutez, si vous nous écoutez, allez trouver le post de Jonathan et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager avec lui. Juste par curiosité, il faut combien de temps donc du coup pour faire tout ça? Quand est-ce qu'on verra le jour le 4e édition, à ton avis? Alors, je pense que ça sera du 2024. Et maintenant, alors il faut que je vois avec le calendrier de l'éditeur. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que généralement ils font des sorties avant l'été et après l'été, donc c'est soit vers mai, je pense, soit vers septembre. Donc on va se caler pardon sur l'une de ces dates. Mais voilà, il faut imaginer aller certainement au plus tard septembre 2024. Donc bon, ça laisse encore un peu de temps, mais ça veut dire que ça laisse 3 ans par rapport à l'édition, 3 ans avec l'édition précédente. Donc c'est correct comme fréquence de publication. Ok. Est-ce que alors après, t'as pas besoin de répondre si tu sens pas, mais est-ce que tu penses que le fait que tu fais un livre sur les pratiques de l'évaluation et comme un outil aussi pour aider les professionnels à mieux évaluer, est-ce que tu penses qu'un jour on verra, on verra une contribution de ta part sur peut-être un nouveau modèle de l'évaluation? Tu vois, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel tu travailles? Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour quelque chose comme ça? Tu sais, tu parlais des IA, tu parlais des nouvelles technologies. Ou est-ce que tu penses on a vu, on a déjà fait le tour de tout ce qui est possible dans les modèles existants? Alors, je te reconnais là. Je sais que c'est quelque chose, c'est une question que tu me poses souvent, tu me relances souvent sur le sujet. Eh oui. Il y a évidemment énormément de choses qui ont été dites. Et il y a des modèles, il y a aussi des modèles concurrents. Je ne sais pas si on dit concurrents entre, entre chercheurs, auteurs, etc., mais des modèles concurrents à celui de Kirkpatrick. Donc il y a beaucoup de choses. Et moi, je vois deux axes. Voilà, s'il y avait deux choses à approfondir, voilà, s'il fallait créer un modèle potier, on Mhm. dirait comme ça serait alors soit sur les systèmes, l'évaluation des systèmes de formation, et ça c'était l'objet de ma thèse de doctorat, donc ça me permettrait aussi de la ressortir autrement que pour en reprendre quelques passages pour des posts LinkedIn de temps en temps. Parce que j'avais travaillé sur un modèle d'évaluation des systèmes de formation. Alors j'avais appelé ça à l'époque, peut-être qu'on pourrait le marketer autrement, mais le modèle CPPR pour contexte, politique, pratique et résultat, donc un modèle D'accord. systémique. Et l'idée était d'évaluer l'ensemble des initiatives, des actions de formation d'une entreprise, et pas en se limitant à certaines actions formelles, comme on le fait avec le modèle de Kirkpatrick, par exemple. Oui, je comprends. Voilà. Mhm. Et l'autre modèle, ça permettrait on va dire de joindre l'utile à l'agréable ou au désagréable, c'est selon, ça serait pour lier cela à ma marotte de l'écologie, de l'environnement, etc. Et ça serait un modèle qui permettrait d'évaluer. Alors, il faut que je cherche les mots, il faut trouver les mots, mais le degré de responsabilité d'une action de formation. Tu
vois. Et là, on peut mettre de l'efficacité, on peut mettre de l'efficience, on pourrait mettre de la sobriété, etc. Et là, à ce Mhm. niveau, je pense qu'il y a des choses à imaginer parce que voilà, aujourd'hui, on pourrait imaginer une action de formation qui soit efficace au sens où elle atteint ses objectifs, mais qui serait un véritable carnage environnemental. Euh, et à contrario, voilà, on pourrait imaginer une action peut-être voilà, qui aurait un niveau de performance un peu moins élevé, mais par contre qui serait beaucoup plus soutenable, qui contribuerait à des résultats qui seraient positifs. Enfin, voilà, là, ça nous renvoie à notre épisode où on avait parlé de tout ça. Mais voilà, ça serait, je pense que ce sont deux voies complémentaires à explorer. Et alors peut-être que je commencerai à esquisser quelques éléments dans cette quatrième édition d'ailleurs. Ah, Ça pourquoi serait pas, ouais. Mhm. c'est d'actualité. C'est pour ça que j'ai agréable ou désagréable. C'est d'actualité malheureusement parce que voilà, je pense que les questions environnementales euh, sont de plus en plus préoccupantes et c'est un euphémisme. En tout cas, ces deux approches, que ce soit systémique ou l'impact au sens beaucoup plus large, pour toi, c'est vraiment du macro, si je comprends bien. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus élargi que juste l'action en elle-même. Alors oui, alors tu vois, oui et non, mais en t'écoutant, je me dis, alors au niveau systémique, oui, c'est macro. Par contre, au niveau de la deuxième voie à explorer, ça peut être micro comme macro. C'est vrai qu'on pourrait D'accord. imaginer, euh, tu vois, alors on pourrait imaginer cela au niveau de l'action. Et récemment, il y a Marc Denry, que nous connaissons bien tous les deux, qui a publié sur le blog de ses campus d'ailleurs un article sur alors j'ai plus le titre exact en tête, mais le développement de compétences durables. Et je pense que ça pourrait être aussi dans cette logique-là, c'est-à-dire de raisonner au niveau je vais dire, du plan de développement des compétences de l'entreprise, en se disant est-ce que l'on développe des compétences durables, mais au sens pas du prêt à jeter, mais donc quelque chose qui soit pérenne, qui permette aux collaborateurs d'être compétents dans la durée, de mieux vivre les changements, etc., qui sont occasionnés, mais on viendrait y ajouter des éléments liés voilà, au vivant, à l'environnement, aux limites planétaires, etc. Parce que voilà, je peux avoir des compétences, on va dire, durables en tant qu'individu, mais oui, qui me permettent de, encore une fois, je reprends mon expression précédente, mais de procéder à un carnage environnemental. Donc voilà, donc ça pourrait être micro comme macro, mais je pense que la réflexion au niveau macro sera intéressante. Là, ça nous ramène à des questions de stratégie de formation et de se dire quelle est la contribution de la fonction formation euh, à la stratégie de l'entreprise. Et évidemment, il faut aussi que la stratégie de l'entreprise soit cohérente avec cela. Hein. Je veux dire, là, ça peut aller très loin dans la réflexion. Quand je dis cohérente, c'est cohérente avec ses préoccupations environnementales, ses préoccupations écologiques. Euh, il y a un chercheur en ressources humaines aux États-Unis euh, qui travaille beaucoup avec l'ATD. Je me souviens plus de son nom, je crois que non, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, il parlait de la maturité de l'entreprise tu sais, en fonction de sa politique en formation professionnelle. Mhm. Et très intéressant au niveau de, en fait, différentes échelles de maturité pour prendre en considération l'importance de la formation et quel est son impact sur la stratégie d'entreprise, sur le développement des compétences. Et justement, en fait, une entreprise qui est immature Mhm. en termes de formation n'investit pas, ne fait pas de la formation. Et en fait, on fait un benchmarking avec les entreprises qui sont matures. On voit que vraiment l'entreprise qui ne forme pas et qui ne prend pas la formation en sérieux euh, ne performe pas aussi bien que celle qui le fait bien. Ah oui, oui, Donc, oui. c'est très intéressant. Et donc, du coup, je pense que oui, avoir une approche plus systémique sur l'impact de tous les dispositifs formation sur l'entreprise, mais quelque chose peut-être, comme tu dis, plus quantitatif, ouais, ça serait vraiment intéressant d'explorer ça. Ouais, tout à fait. C'est pas Josh, alors pas Joss, mais Josh Bersin. Josh, ouais, c'est ça, exactement. Ok. Bravo.
J'avais eu en tête. Ouais. Et ouais, ouais, tu me fais penser, c'est notamment à l'Arménien qui le rappelle souvent la notion de grappe, comme des grappes de raisin, mais de grappe de pratique RH et pas mal d'études on va dire dans la littérature scientifique qui montrent que la formation a souvent au niveau de l'entreprise de l'impact, mais c'est pas la formation en soi, c'est la formation, mais dans une, on va dire, comme partie constituante d'un ensemble de pratiques RH. Voilà, la formation seule, si elle est performante, n'aura, enfin, si elle est intrinsèquement, potentiellement performante, je vais dire, n'aura pas de résultat si, à côté de ça, on n'a pas un bon système de gestion des compétences, de gestion des carrières, de recrutement, parce qu'on recrute n'importe qui, etc. Donc finalement, voilà, les pratiques RH, tout est lié en quelque sorte. Hmm. Et voilà, il faut un bon système de rémunération, etc. Voilà, on peut ressortir le livre écrit par Jean-Yves Leloir, hein, mon co-directeur de thèse, qui a Hmm. écrit avec Thierry Wills en 2001, je crois que ça s'appelait L'évaluation de la gestion des ressources humaines. Voilà, ce livre est toujours sacrément d'actualité. Enfin, voilà, Et comment tu oui, pour fais, plein de choses. attends, juste pour Ah finir, parce ouais. que je sais qu'on a fait une énorme digression, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Comment tu fais les liens avec une entreprise apprenante? C'est-à-dire qu'une entreprise qui a envie d'apprendre, hein, donc ils mettent en place tout un nombre d'outils, et de plateformes et de ressources pour faire apprendre, même peut-être responsabiliser les gens, tu sais, pour Mhm. le faire. Oui. Est-ce que ça, c'est en phase avec quand tu dis les pratiques d'RH ou c'est rien à voir? Alors, il y a des liens, oui, oui, il y a des liens très forts. Alors, bon, chacun aura sa définition de l'entreprise apprenante, mais il y a vraiment cette volonté d'apprentissage hein, par définition, mais au-delà des individus qui apprennent, c'est est-ce que les équipes apprennent, est-ce que l'entreprise elle-même est capable d'apprendre de ses erreurs, de se remettre en question, de s'améliorer en continu, etc. Donc voilà, ça renvoie énormément de choses. Et donc, oui, il y a des liens avec les pratiques RH, mais même plus généralement, il y a des liens avec, on va dire, l'organisation du travail, avec la culture de l'entreprise. Si on est dans une entreprise où, euh, euh, on va dire, l'erreur n'est pas admise, si on n'a pas le droit à l'erreur, on apprend de ses erreurs, mais encore faut-il avoir le droit d'en faire pour pouvoir en tirer profit et apprendre de ses erreurs. Voilà, là, ça renvoie à beaucoup de choses. Donc, ça renvoie oui, des pratiques RH, à la culture, au management de l'entreprise. Enfin, ça renvoie à tellement de choses. Et là, quand on s'intéresse à l'entreprise apprenante, ça, je vais utiliser une, une image que je crois que c'est Mathilde Bourda qui de la Ségos à l'époque qui m'avait Oui. dit voilà l'évaluation de la formation c'est un petit bout de corde et quand on tire dessus tous les problèmes sont révélés et j'avais trouvé cette image très intéressante et au niveau de l'entreprise apprenante, voilà, vouloir rendre une entreprise apprenante, c'est le meilleur moyen pour révéler tous les dysfonctionnements de l'entreprise, je pense. Donc, oui, c'est très lié. Oui, c'est quand quelqu'un arrête de fumer, tu sais, tout d'un coup, il devient malade parce que ça empêche Ça, ça empêche plein de mauvaises choses à sortir et tout d'un coup, ça sort et il faut les traiter. exactement. C'est le système Ouais. immunitaire qui se met en action. Oui, oui, ouais. Non, bah écoute, peut-être un prochain livre aussi pourrait être une enquête auprès de ces entreprises apprenantes, tu sais, prendre les bonnes pratiques dans le monde de la formation, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Ouais, C'est, complètement. Tout mm, à fait. mm. Là, il y a, je sais, alors, désolé de poursuivre la digression, mais il y a Michel Barabel et Pierre Monclos de Youno. Ils vont sortir un livre, je pense que c'est à la rentrée, où ils vont parler de pratiques RH innovantes. Je sais qu'ils sont allés enquêter sur pas mal d'entreprises qui ont des pratiques, on va dire, qui sortent un peu des sentiers battus, la semaine de 4 jours, etc. Donc voilà, Oui, ça va un peu voilà, dans cette orientation. Donc ça sera aussi intéressant à lire. Donc j'en profite aussi au passage. Voilà. Je sais que les deux font du travail de grande qualité, donc voilà, ça sera certainement un livre. Enfin, ça sera assurément un livre très intéressant à lire. très bien. Donc l'actualité chez moi, je continue les sessions bronze, hein. Là, nous, toi et moi, on a un peu partagé le travail. Toi, tu fais l'argent, moi, je fais le bronze. Donc Mhm. là, on a fini session présentielle et distancielle. Les deux sont plutôt bien passés. Euh, Franchement, je m'adapte maintenant au distanciel comme au présentiel. On avait cinq sessions.
Maintenant, on a mis à 4 à la demande de Wendy. Euh, et ça se fait bien, il y a pas de souci, les gens sont bien dedans. Donc, par contre, si on souhaite vraiment partager 2 jours en groupe, c'est un autre format. Les deux marchent bien. Ouais, Donc, c'est vraiment intégré par rapport à avant la pandémie où on ne pensait même pas à ça. C'était hmm, présentiel ou rien. c'est Et ça. maintenant, ben, je pense que les deux, ils ont leur place. Euh, j'ai même eu une dame qui était en vacances et elle faisait le suivi des sessions dans son camping-car. Donc, Ah ouais. ça se faisait. Elle faisait le job. Elle arrivait avec son connexion 4G et tout. Ça marchait bien. Bon, ouais. Et là, donc, toi et moi, on prépare la session d'argent. Hein. C'est l'argent qui va démarrer le 6 juillet à Paris. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc on va être quelques-uns avec quelques certifiés bronze, voilà, qui sont comme nous impatients voilà, de commencer cette formation. Donc là, on va prolonger le travail initié lors de la certification bronze et on va vraiment discuter mise en œuvre, implémentation, mise en pratique, tout ce que l'on veut du plan d'évaluation qui aura été travaillé lors de la session bronze ou d'un autre plan d'évaluation, peu importe, mais en tout cas voilà, c'est ça, c'est dans la session, dans la certification bronze, on conçoit un plan d'évaluation, donc ça c'est dans notre jargon Kirkpatrick, on parle de plan d'évaluation, on pourrait parler de dispositif d'évaluation. Donc, comment va-t-on évaluer une formation, un projet de formation jusqu'au niveau 4 de Kirkpatrick, donc la totale. Et dans la session argent, on se dit, OK, comment on le met en œuvre concrètement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le plan qui aurait été travaillé dans la session bronze, parce que voilà, généralement, les gens ne nous ont pas attendus pour mettre en pratique. Hein, et puis, mais là, c'est l'occasion de se dire, tiens, je vais aussi bénéficier de retours d'expérience des autres participants, avoir des bonnes pratiques, etc., pour faciliter le passage à l'action lorsque j'ai conçu un plan d'évaluation, comment je le mets en œuvre concrètement. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a fait argent, ça intègre encore mieux le modèle dans sa pratique au quotidien? Alors oui, 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 clairement. Clairement parce que alors moi je conseille souvent une personne en théorie pour essuyer la certification bronze, le programme de certification bronze, et enchaîner limite le mois suivant sur le programme de certification argent. Mais je Oui, conseille toujours, entre guillemets, de se casser un peu les dents, c'est-à-dire voilà, de tenter des choses, etc. Et on le voit, les personnes qui se présentent au programme de certification argent euh, ont rencontré forcément des difficultés. Et se disent, ouais, ok, mais quand je fais face à ça, qu'est-ce que je réponds aux managers, aux commanditaires qui me disent ça, comment euh, comment je peux mettre en œuvre tel type d'outil d'évaluation alors que chez moi, je sais pas, moi, les gens ne peuvent pas répondre en ligne, donc on ne peut pas utiliser les questionnaires. Comment on peut faire autrement? J'ai tel type de résultat, mais ça me montre que la formation s'est mal passée. Qu'est-ce que j'en fais? Je sais très bien que ce n'est pas dû à la formation, c'est dû à des facteurs liés à l'environnement de travail de l'apprenant. Comment je peux le mettre en exergue, etc. Donc on parle vraiment de questions, voilà, on va dire pour déverrouiller ou lever certains freins, lever certaines difficultés, etc. Donc c'est l'occasion vraiment de se repencher sur toute la méthode de mise en œuvre de l'évaluation, vraiment dans la vraie vie, je vais dire, et comment on fait face à différents obstacles, etc., pour vraiment aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça l'objectif de cette certification, c'est d'aller jusqu'au bout, de présenter des résultats, et c'est d'ailleurs suite à cette présentation des résultats que l'on devient réellement certifié. ouais, donc c'est un vrai accompagnement qui garantit pratiquement, si on suit bien les consignes et on se fait accompagner par toi, la réussite du plan. Donc, Exactement, c'est exactement. ça qui est génial. Ok. Donc, du coup, ça nous amène un peu en retard, mais c'est pas grave. L'objet de cet épisode, c'est peut-être en vue de cette nouvelle session argent qui démarre, pour accompagner, pour aussi aider les certifiés bronze qui nous écoutent. Toi, tu es toi-même, donc du coup, bien sûr, certifié argent et tu voulais un peu nous présenter.
le projet que toi, tu as utilisé. C'est ça, hein, pour Oui, avoir ta propre certification argent. exactement. Alors, je, je, je voulais partager un peu ce retour d'expérience parce que euh, à l'époque, ça date d'il y a quelques années maintenant, donc j'étais certifié bronze, etc. J'étais facilitateur certifié bronze, voilà, et je voulais donc passer au stade supérieur, passer la certification à argent et viser l'or par la suite. Et j'éprouvais les plus grandes difficultés à trouver un terrain pour réaliser mon étude, mon évaluation. Donc à l'époque, je travaillais chez un prestataire, donc on avait pas mal de clients intéressés par la question d'évaluation, mais souvent, voilà, on nous appelait alors que la formation était déjà passée. On le sait très bien, toi comme moi, que non, non, une bonne évaluation, elle démarre avant même que l'on pense à la formation, avant même que l'on pense au contenu. Donc, c'était pas toujours le bon moment. C'était toujours difficile d'avoir des personnes disponibles, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, et ça, c'est un conseil que je peux donner aussi aux futurs participants, je me suis dit, eh bien, je vais commencer par une victoire facile et je vais travailler sur une étude de cas qui est propre à mon entreprise. C'est-à-dire, voilà, même en étant consultant, je me suis dit, tiens, je vais travailler avec quelques collègues et comme ça, entre guillemets, je les aurai sous la main. Je Ouais. pourrai y accéder facilement, j'aurai accès aux indicateurs, etc. Et je vais me faire les dents sur cette étude de cas. Comme ça, je serai aussi beaucoup plus à l'aise lorsqu'ensuite je serai en situation de conseil, de prestation de conseil réel pour accompagner des clients et partir sur des domaines voilà, que je connais moins, des domaines d'activité, des entreprises que je connais moins, etc. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'est que j'ai travaillé directement sur la formation suivie par quelques-uns de mes collègues pour préparer ma certification argent. Quand tu parles de petite victoire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors c'est vraiment au sens victoire facile, c'est euh, on va dire dans mes critères de choix d'une évaluation, on va dire lorsqu'il faut mener une évaluation à titre de pilote pour avoir des chances de pouvoir aller jusqu'au bout, vraiment, la faisabilité de l'évaluation. Mon critère numéro un, c'est la disponibilité des acteurs. Parce qu'en théorie, on peut avoir toutes les bonnes méthodes, etc. Mais on dépend toujours des autres. Pour réaliser l'évaluation, on dépend des gens qui vont participer aux évaluations, qui vont répondre aux questionnaires, on dépend des commanditaires qui vont pouvoir discuter avec nous des indicateurs, etc. etc. Donc, pour moi, une victoire facile, c'est un peu méthode des petits pas, c'était voilà, je vais commencer par ça. C'est un sujet que je connais, une entreprise que je connais les gens, voilà, les gens ne vont pas pouvoir me refuser ils vont pas pouvoir refuser de discuter avec moi. Donc voilà, c'était assez simple. Et ensuite, j'aurai toute ma vie, toute ma carrière pour monter en difficulté, ajouter des difficultés à l'exercice en disant voilà, après ça sera payant, va falloir convaincre, etc. Là, c'était un travail gratuit. Ça n'a coûté que mon temps et leur temps, donc c'est jamais complètement gratuit. Mais je n'avais pas à vendre cette prestation, etc. Donc, accès aux données, accès aux gens, c'est le numéro un critère. Les deux, à tête comme ça, les deux autres, ça pourrait être quoi? Si tu choisir le top 3 des critères pour choisir un projet, le premier, c'est accès aux données et aux gens, ce serait quoi le deuxième et le troisième? Bah, il y a le côté, là on parle de faisabilité d'évaluation, et il y a une autre dimension qui serait, on va dire, plus stratégique. C'est l'importance du projet. Si on veut que les gens s'intéressent au projet, s'intéressent aux résultats, participent à l'évaluation, etc. Bon, voilà, dans mon entreprise, ça avait plus de sens de viser une formation. Alors, comme c'était on va dire une start-up, voilà, orientée développement web, c'était plus intéressant pour l'ensemble de l'entreprise de se dire on va évaluer l'impact d'une formation qui concerne le cœur de métier de l'entreprise, à savoir les développeurs web, que d'aller évaluer, comme je le dis souvent, la formation suivie par notre comptable isolé dans son bureau, etc. Enfin, voilà, il fallait que ça ait de l'impact, que ça ait de l'enjeu, etc. Donc voilà, l'importance du sujet, ça c'était essentiel. Oui. Euh,
Est-ce que tu penses qu'il y a une juxtaposition entre le fait que lorsqu'on prépare et on choisit un projet de telle nature, euh, il faut que les gens se rendent compte qu'on aurait besoin d'avoir accès aux gens et aux données pendant pas par exemple 2 mois qui pourrait être la durée de la formation, mais pendant au moins 6 si ce n'est qu'un an, 6 mois si ce n'est qu'un an. Et la juxtaposition étant que ben, on a besoin, on est tellement dans le court terme maintenant, tu sais, dans la vie, qu'on n'arrive même pas à réfléchir au-delà de qu'est-ce qu'on va faire dans 3 mois. Ouais. Est-ce que tu penses que cette juxtaposition peut devenir un problème pour nous par rapport à ces projets ou pas? Alors ça peut être un problème, mais comme tu le dis, enfin, sans tomber dans le yaka faucon, mais c'est quand même l'occasion de remettre un peu, je veux dire, l'église au centre du village. C'est qu'on n'obtient pas de résultats à court terme. C'est-à-dire qu'une formation, je dis toujours qu'une formation efficace, c'est exigeant, et une formation efficace, pardon, il faut laisser le temps au temps. Donc, si on veut des résultats, il va falloir aller jusqu'au bout de la démarche. Il va falloir accompagner les personnes, il va falloir piloter les résultats, etc. Et on ne peut pas se dire, voilà, au bout d'un mois, c'est réglé, super, mes commerciaux sont tous montés en compétences, on a augmenté le chiffre d'affaires de autant, etc. Oui, on aura peut-être des signaux faibles, des indicateurs qui commencent à évoluer, mais voilà, si la formation est réellement stratégique, donc si par définition c'est de la palissade ce que je veux dire, mais si par définition elle est liée à la stratégie de l'entreprise, ça ne s'exécute pas comme ça du jour au lendemain. Donc il faut attendre, il faut laisser du temps et il faut vraiment en faire un projet que l'on va piloter, quoi. Et un projet, c'est pas quelque chose qui dure quelques jours ou généralement quelques semaines, quoi. Donc euh, c'est pour ça qu'on va bien choisir nos sujets. Et on va se dire, voilà, on va pas prendre la formation qui dure une demi-journée et puis voilà, dont on peut voir les premiers résultats au bout d'une semaine, etc. Parce que ça, est-ce que c'est nécessaire de sortir tout l'attirail, tout le dispositif d'évaluation que l'on sort pour une évaluation jusqu'au RE? Je ne pense pas. Par contre, sur certains programmes à fort enjeu, bon, là, il faut se laisser le temps. Donc voilà, c'est pas, il ne faut pas voir l'évaluation comme étant du travail supplémentaire. En fait, l'évaluation, c'est ce qui va permettre justement d'obtenir ces résultats. C'est ce qui va mettre un peu sous contrôle notre projet pour garantir d'avoir des résultats. C'est vraiment un compagnon de l'efficacité de la formation, hein. Sans évaluation, moi je le dis sans trembler, sans évaluation digne de ce nom, il faut arrêter de rêver, on n'a pas les résultats que l'on est en droit d'espérer quand on mène ce type de projet, quoi. L'évaluation, c'est le garant de l'efficacité des formations. Sans évaluation, euh, voilà, on peut reprendre les chiffres de Brinkerhoff, hein, c'est 15%, 15% de personnes qui transfèrent. Voilà, Ouais, si on ne pense pas au levier, si on n'y a pas de dispositif d'évaluation, etc. Donc voilà, ouais. sans évaluation, bah, on n'est pas sérieux en fait. On n'est pas sérieux sur la question de l'efficacité. Donc, parle-nous de ce projet. Donc, tu t'es tourné en interne. On va dire le gros de l'effectif, il s'agissait de développeurs en informatique. Et comme beaucoup d'équipes de développement, ont fonctionné, on va dire, selon une méthode, je reprends l'expression d'un ancien collègue, hein, une méthode copyright qui s'appelle la méthode à l'arrache. C'est-à-dire qu'on développait les choses un peu à la petite semaine, sans forcément que ce soit très structuré, sans forcément aussi impliquer les clients internes ou externes, etc. On fonctionnait, voilà, ça parlera peut-être aux connaisseurs du développement, mais un peu en cycle en V. Donc voilà, on faisait les choses de manière bien séparée. Puis parfois, au moment où on livrait les choses, ben, on se rendait compte que la fonctionnalité ne correspondait pas aux attentes initiales, aux besoins initiaux, etc. Et donc, pour toutes ces raisons, on a commencé à enclencher une dynamique pour passer à, on va dire, au, à des méthodes plus agiles.
Donc moi-même, à l'époque, j'étais directeur produit innovation, donc je me suis formé aux méthodes agiles, au product ownership, etc. Et, euh, et donc j'ai proposé que plusieurs collègues suivent une formation sur l'ingénierie logicielle agile. Donc de façon à ce qu'ils puissent s'approprier des bonnes pratiques de développement logiciel cohérentes avec, on va dire, la philosophie des méthodes agiles. C'était ça le projet initial, le besoin initial en tout cas. Ok. Et quel était est-ce que c'est toi qui avais analysé les besoins? Je veux dire, tu faisais partie de la direction toi-même à l'époque au niveau des parties, au niveau des besoins de l'entreprise, la problématique, ou est-ce que c'est toi-même le commanditaire? Comment tu t'es fait pour fixer les parties en amont au niveau des résultats souhaités, les indicateurs avancés? Comment tu as fait ça? Alors évidemment, j'étais très proche, y compris géographiquement parlant, parce que c'est le bureau d'à côté du dirigeant qui Accès aux données, a accès aux données, accès aux accès aux gens. données, ça c'est sûr. Et donc on en a discuté avec le dirigeant en se disant, voilà, on va faire les choses, encore une fois, en respectant les règles, hein, voilà, suivant l'état de l'art. Et donc on a défini, voilà, ensemble, ce que pouvait être on va dire dans la logique du RE, hein, donc le niveau 4, en se disant voilà quelles sont les attentes. Voilà, ça c'était le besoin initial, mais si on reformule, voilà, on était parti des attentes, c'était améliorer la qualité et la rapidité des développements informatiques. Voilà, très Très bien. bien. Et Oui. puis en challengeant un peu cela, tu connais, hein, voilà, succession de pourquoi, mais pourquoi, voilà, on va améliorer la qualité du travail, pourquoi, pour augmenter la satisfaction des clients, pourquoi. Mhm. On en est arrivé donc à identifier on va dire notre mission, notre raison d'être, hein, notre grand drapeau tout en haut de la montagne, hein, pour reprendre cette image que l'on utilise beaucoup dans le programme de certification de bronze, et qui était voilà, d'être le leader de l'évaluation de la formation en Europe, en proposant, voilà, sans entrer dans les chiffres, hein, on va respecter la confidentialité, mais en assurant un certain chiffre d'affaires, etc. etc. Quoi. Donc, D'accord. ce projet voilà, devait contribuer à cela. Je veux dire, c'est pas juste ce projet qui va faire que demain on est ou on devient leader de l'évaluation de la formation, etc. Mais c'est un projet qui nous embarque, comme tu le sais, qui doit contribuer à ce résultat stratégique, donc à long terme. Oui, parmi plein d'autres projets en cours à l'époque. Exactement. Mm. Ok. Donc le projet était celui-ci, donc avec un peu de mise en contexte, hein, on avait une équipe qui était déjà, on va dire, formée techniquement sur des sujets techniques assez régulièrement, moi qui avais été formé aussi à cela, etc., implication des différents acteurs. Et donc les développeurs ont suivi une formation en présentiel de 2 jours, donc avec un organisme de formation dédié. Donc ça, voilà, on va dire, voilà, là, je déroule vraiment tout le process, hein. Donc on part du niveau 4, ok, et ensuite, quand on présente les choses, on se dit, bah tiens, voilà, on réalise la formation. Je parlerai du niveau 3 après, mais voilà, on a réalisé la formation de 2 jours, c'est un organisme de formation qui s'en occupait. Et puis, pour s'assurer qu'il y ait bien mise en pratique, qu'il y ait transfert des acquis, on a imaginé et on a mis en œuvre différents leviers pour favoriser le passage au niveau 3. Donc ça n'était pas juste une formation, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'évaluation c'est l'occasion, enfin c'est un peu la garantie d'obtenir des résultats. Si on a juste fait la formation, on sait très bien ce qui se passe dans beaucoup de cas. Ensuite, voilà, le naturel revient au galop, etc. Non, non, là on s'est fixé des actions pré- et post-formation. On a eu du coaching par le consultant formateur qui est revenu pour suivre les Oui. équipes. Euh, Oui. Moi-même et le PDG ont participé donc aux Scrum Meetings et aux réunions de planification, etc. Donc notre présence aussi, ça challengeait aussi les équipes, on affichait les résultats sur des tableaux, etc. Donc voilà, on a vraiment travaillé sur tout l'environnement de manière à ce que les conditions de transfert soient optimales et que de façon à faire en sorte que ce qui était appris en formation puisse être mis en application très très rapidement. Et tu avais créé un tableau de bord pour suivre tout ça? Est-ce qu'il y avait des indicateurs que tu mets en place pour suivre
euh, le transfert des comportements et les indicateurs qui bougeaient, ou comment tu as fait par rapport au Ouais, niveau 4? alors tout à fait. Ouais, Alors, par rapport au niveau 4, on avait fixé donc différents indicateurs. Euh, alors, par exemple, c'était le nombre de. On suivait, alors j'en donne quelques-uns comme ça, hein, mais le nombre de bugs, alors, en français de bugs mensuels. ouais, On suivait la vélocité moyenne mensuelle. Alors, la vélocité, c'est vraiment ça, c'est propre aux méthodes agiles, hein, notamment à Scrum. Alors que les puristes ne me tirent pas dessus, je vais simplifier pour les auditeurs. C'est un indicateur de productivité, on va dire. Voilà, c'est vraiment imagé. C'est en nombre de points par rapport au nombre de points. Voilà, chaque fonctionnalité, chaque user story que l'on développe, on y assigne un certain nombre de points et en fonction du nombre de points que l'on arrive à réaliser à chaque sprint, etc. Bon, voilà, ça nous donne un indicateur. Donc, on suivit cette vélocité moyenne mensuelle. La satisfaction des clients, on a des indicateurs de satisfaction client qui contactaient le support et donc on pouvait voir si les clients étaient satisfaits, s'ils étaient satisfaits aussi des évolutions apportées à la plateforme, etc. Et on ouais. suivait également le nombre de clients nouveaux. Si on perdait des clients, bon là, pour le coup, on n'en perdait pas, zéro, ça c'est bien. Je revois les chiffres en même temps, ce chiffre-là, je peux le sortir. Mhm. Et puis, voilà, le nombre de clients voilà, au total, etc. Donc, on avait des indicateurs à la fois très opérationnels liés au développement, des indicateurs de satisfaction client et des indicateurs voilà, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, etc. Quoi. Donc, on suivait des indicateurs niveau 4 et on mesurait aussi le niveau 4 avec des indicateurs plus qualitatifs, aussi en posant des questions directement aux équipes, à la direction, en leur disant, tiens, quels sont les effets positifs que vous avez vus suite à la formation, etc. Et on voyait que ce qu'ils racontaient, leurs réponses correspondaient à ce que l'on voyait dans les indicateurs, mais ça permettait aussi de mesurer des bénéfices plus intangibles. Tu vois, là, je Oui, reprends le support devant moi, par exemple, une meilleure organisation du travail lors des itérations, lors des sprints, une meilleure collaboration dans l'équipe de développement, oui. etc., etc. Donc tout ça, ça permet aussi de valoriser les impacts de la formation au-delà des chiffres, au-delà des indicateurs. Est-ce que tu as vu un lien très fort, une relation très forte entre le niveau 3 et le niveau 4? Est-ce que tu as vu si un indicateur ne bougeait pas, ben, il fallait travailler par exemple avec le coach sur un des comportements? Oui, 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 clairement. Alors, d'autant plus que pour les comportements, on dit toujours que voilà, le niveau 3, hein, ce sont avant tout des bons comportements bien observables, concrets, mesurables, etc. Et euh, on a remarqué que les comportements, alors je peux en donner un ou deux pour l'exemple, par exemple, voilà, estimer les développements à réaliser, donc non plus en journée idéale, donc une unité de temps, mais en points. Voilà, c'est ça, hein, lié à la vélocité. Voilà, ça c'est très concret, c'est ce qu'ils le font du jour au lendemain. Est-ce que leurs estimations se basaient sur cette nouvelle unité de mesure? Et on avait un comportement, par exemple, qui était moins mis en œuvre que les autres, qui était écrire les tests unitaires avant d'écrire le code source de la fonctionnalité à développer. Donc ça, c'est une bonne pratique, parce que ce qu'on appelle dans le jargon du milieu du TDD, du Test Driven Development, c'est on écrit d'abord les tests, et ça, c'est quasiment même une logique d'ailleurs d'évaluation. On conçoit Ouais. l'évaluation finalement avant d'écrire le code. Donc Mm. voilà, j'écris le test. Euh, Mon test, forcément, bah, au début, je l'exécute et il doit planter ou donner zéro, je ne sais pas. Et seulement derrière, j'écris le code. Et donc ça, c'est une très bonne pratique. Comme ça, derrière, quand je vais vérifier que mon code est de qualité, que les choses s'exécutent correctement, etc., bah, mes tests existent déjà. Et ça, c'était le comportement, c'était une véritable révolution dans les pratiques. Et comme ce comportement n'était pas toujours mis en pratique, on le voyait justement dans certains indicateurs, avec, je pense, le taux de couverture du code source qui était écrit. Donc au sens testé, quoi, voilà, enfin on va dire avec des tests en tout cas pour chaque portion de code. Voilà, on était en dessous de l'objectif attendu, donc il y avait des liens très clairs, quoi.
Ok, donc c'était facile à détecter parce qu'il y avait un objectif d'indicateur et le fait que objectif n'était pas atteint permettait d'avoir une espèce d'enquête pour savoir pourquoi ça marchait pas, c'est ça? Exactement, exactement. Et puis alors l'avantage de la proximité et l'avantage de la taille de l'entreprise, c'est que j'étais moi-même un outil d'évaluation. C'est-à-dire que j'étais quotidiennement dans les locaux. Donc au-delà, alors voilà, j'ai fait passer des questionnaires aussi pour avoir des données, pour que chacun puisse s'exprimer, et voilà, au-delà du ressenti de l'observation que je pouvais faire, donc des questionnaires, des indicateurs, etc. Mais j'observais quotidiennement ce qui se passait. Donc aussi, je voyais les choses, donc j'étais dans l'action. Je ne vais pas dire que j'avais une posture de coach, mais j'avais une posture d'accompagnateur. Donc j'étais présent, et donc moi-même, je participais aux échanges de l'équipe et je pouvais tout de suite anticiper les difficultés. Attention, ça, ce comportement n'est pas encore mis en œuvre. On sait très bien derrière l'impact que ça va avoir sur tel ou tel indicateur, etc. Donc c'était vraiment du pilotage quotidien. Euh, Combien de temps pour ancrer, pour faire les transferts du coup, et pour éteindre les objectifs d'indicateurs fixés? Combien de temps il fallait après la formation? Alors, de mémoire, je pense que l'on s'était fixé sur 3 mois. Ah, c'est tout? Ouais, ouais, entre la formation et donc on va dire les mesures finales, je crois de mémoire que c'était 3 mois après. Et alors forcément, c'était on va dire un jalon important. Mais l'idée derrière, c'est ce qui s'est passé, c'est que l'on continuait au-delà. Donc, Oui. on se disait, voilà, ok, on est à 3 mois, on a déjà des résultats, c'est satisfaisant. Mais l'objectif, c'est que maintenant, ça continue, et deux, que ça s'améliore. Donc, voilà, ça fixait un cap. Voilà, ça a permis aussi, au-delà de la formation, de clarifier aussi ce que l'on attendait de l'équipe, c'était quoi pour nous, comment on opérationnalisait la performance de l'équipe de développement, comment on faisait en sorte que l'équipe travaille mieux avec le support, etc. Donc voilà, au-delà de la formation, ça a permis de clarifier beaucoup de choses au niveau de l'organisation du travail. Et donc c'est pour ça que, au-delà de la formation, de l'évaluation, on ne s'est pas dit, bon bah super, maintenant Jonathan, tu es certifié argent, tu peux nous laisser tranquille, on retourne, on recommence Ouais. avant. Non, non, absolument pas. Non, non, c'était quasiment un prétexte. Hmm. Mais ça, on a persévéré et on a continué à améliorer les résultats obtenus. Est-ce que tu as eu des bonnes ou des mauvaises surprises? Tu parlais des bénéfices intangibles pour l'équipe, mais personnellement, toi, en tant que personne qui allait suivre la certification, qui était en train de la faire à Jean, est-ce que toi, en tant que responsable de ce projet-là, est-ce que tu as eu des bonnes ou des mauvaises surprises? Alors, énormément de bonnes surprises, parce que c'était quasiment un cas d'école, hein, dans le sens où voilà, on avait une implication de tous les acteurs, vraiment chacun a joué le jeu. On a obtenu des résultats. L'organisme de formation était aussi partie prenante. Donc le formateur, le consultant formateur a joué le jeu aussi. Donc voilà, c'était vraiment un cas idéal. On a pu tester que les leviers que l'on avait identifiés, donc les actions de renforcement, on va dire en parallèle de la formation, fonctionnaient aussi. Euh, donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et je relis les notes et le support que j'avais présenté à l'époque, mais il y avait pas, il y avait pas on va dire, de difficultés ou de mauvaises surprises. Et plutôt, oui, ça nous a permis d'identifier quelques obstacles, donc des manques dans l'organisation, du manque on va dire, en termes d'outillage, etc. Donc certaines choses. Donc ça a permis de révéler cela, mais Oui. c'était plutôt, je vais pas dire des mauvaises surprises, mais c'était nécessaire de l'identifier parce que ça nous a permis d'accélérer encore derrière l'amélioration et on va dire la livraison de ce que l'on produisait et l'amélioration de notre organisation du travail. Donc c'était vraiment l'occasion d'objectiver, de factualiser, je vais dire, ce qui manquait à l'équipe, ce qu'il manquait à l'équipe pour s'améliorer encore. Donc non, franchement, que des bonnes surprises. Et d'ailleurs, c'est souvent quand je dis que c'est un cas d'école, c'est souvent un cas que je présente aussi aux personnes qui suivent la certification argent, que j'accompagne, pour leur dire, bah, vous voyez, ça c'est un exemple
de restitution avec des résultats, etc. Alors, je ne montre pas les chiffres, évidemment. Oui, oui. L'impression que tu me donnes aussi, c'est qu'en tant qu'acteur de la formation, il y a une vraie révélation d'être un partenaire sur le terrain. Ce qui est vraiment ce qu'on essaie de promouvoir dans l'information, dans la certification bronze. Mais là, j'ai l'impression vraiment que tu le vivais en tant que, bon, c'est vrai que tu étais déjà en interne, mais en tant qu'acteur de formation aussi, tu vivais une expérience sur le terrain. Oui, ah oui, oui, complètement. Complètement. Alors, d'autant plus que, on va dire, moi, je reste habité, vais-je dire, par le sujet de l'agilité, de méthodes agiles, etc. Donc, je trouvais ça passionnant. Et je trouvais ça d'autant plus passionnant que je me disais, je me rendais bien compte que ça n'était pas une lubie, ça n'était pas du paraître, parce que les résultats étaient là. Donc, un, c'était intéressant en théorie, et deux, en pratique, ça produisait des résultats. Donc, j'étais vraiment impliqué dans le suivi du projet, dans la relation à l'équipe, etc. Et je me disais, waouh, enfin, c'est comme ça que ça devrait toujours se passer, quoi. Oui. Et ce qui est Mm. intéressant, c'est qu'on voit, alors là, je n'étais pas responsable formation dans l'entreprise. On était trop petit pour avoir un service formation, même si je m'occupais un peu de la formation quand même, mais j'avais pas le titre de responsable formation. Mais on voyait tout l'intérêt d'avoir une personne pour avoir un peu ce rôle pivot dans le suivi du projet. Donc, pas la direction, pas l'équipe, pas le consultant formateur, etc., mais d'avoir cette personne qui va, une espèce, je vais dire, d'ensemblier, hein, d'une personne qui va relier les choses ensemble pour s'assurer que ça va dans la bonne direction. Et vraiment une espèce de poisson pilote, hein, parce que voilà, au quotidien, j'étais là pour écouter ce qui se passait, etc. Mais les auditeurs pourraient se dire, mais au quotidien, mais c'est impossible de faire ça. Non, mais en réalité, ça me prenait un quart d'heure par jour maximum. Parce qu'en fait, j'étais Oui, juste présent au Scrum Meeting, à la réunion quotidienne. Et oui, le reste du temps, bah, c'est tout. On savait que c'était sur les rails. Donc, en fait, des projets comme ça, si je n'avais fait que ça de mes journées, bah, j'aurais pu en absorber des dizaines, en fait. Donc, une fois que le projet, c'est pour ça que la conception de l'évaluation en amont est essentielle. Une fois que c'est OK, une fois que c'est préparé, etc., là, je vais faire du Yaka Faucon, mais il n'y a qu'à dérouler. Et là, on obtient des résultats. De temps en temps, on vient mettre un peu d'huile dans les rouages. Mais une fois que c'est clair pour chaque acteur, eux ne voient pas l'évaluation comme étant une contrainte. Ça devient pour eux un, comment dire, vraiment un compagnon du quotidien, parce que c'est pas une évaluation de formation finalement pour eux. Pour eux, c'est mm, mm, un dispositif de suivi du projet, donc mm. de leurs résultats. Donc pour eux, c'est quelque chose de très opérationnel, et la formation à la fin, je veux dire, c'était même plus le sujet, en fait. Super, super. Et on peut envisager justement un responsable de formation, entre guillemets, opérationnel qui a ses rendez-vous, ce temps sur le terrain, fait partie de ces projets-là, où il est vraiment en dehors de son bureau, quoi. Et que on sait tous, hein, on le dit sans arrêt, un projet de niveau 4, c'est pas tous les projets de formation, c'est 10-15% maximum. Donc, comme tu dis, c'est pas forcément beaucoup de temps, mais c'est un temps qui apporte une valeur énorme à l'entreprise. Et donc, faire partie de ces projets-là sur le terrain, ça me paraît très valorisant. Ah, c'est super valorisant. Et tu vois, ça peut être, là, on prend l'exemple du responsable formation, mais pour le coup, ça aurait très bien pu être le consultant formateur qui change de casquette post-formation, enfin Oui, pré-formation pour faire l'analyse du besoin, etc., et post-formation pour le suivi du projet, l'accompagnement, etc. Mais à partir du moment où on va dire, il a carte blanche, façon de parler, mais qu'on lui donne l'accès aux données, l'accès aux équipes, etc., ça peut tout à fait être une prestation d'accompagnement post-formation pour mettre en œuvre l'évaluation et mener à bien le projet jusqu'à obtenir des résultats. Donc voilà, les formateurs, formatrices qui nous écoutent peuvent voilà, mettre leur casquette de consultant, consultante suite à la formation. Et à partir du moment où vous êtes formé à l'évaluation, que vous êtes à l'aise sur la conception de l'évaluation, du dispositif, des méthodes, le choix des outils,
leur mise en pratique, l'analyse, l'exploitation des résultats, etc., la communication des résultats des acteurs, enfin tout ce dont on vient de parler, bah, c'est OK en fait. Et là, on obtient des résultats quand même assez formidables et on a des résultats autres que 99% des gens qui ont suivi ma formation sont très satisfaits. Voilà, c'est bien pour Calliope, mais c'est pas suffisant pour des entreprises qui commencent à regarder les dépenses de formation un peu à la loupe. Oui, donc merci beaucoup Jonathan, c'était très utile, très concret, très intéressant. Super. On est en mois de juin, donc 2023, donc la session commence le 6 juillet. Il y a un peu de place encore si vous êtes certifié bronze et vous souhaiterez vous inscrire, vous pouvez. C'est juste la journée du 6. Comment ça se passe après, Jonathan? Donc ils viennent le 6 et après? Et ben après, on passe en mode accompagnement, alors collectif et individuel, hein. Donc il y a différentes modalités d'accompagnement qui sont proposées. L'idée, c'est qu'on va favoriser l'effet de cohorte, hein, l'effet de promotion, pour qu'ils puissent aussi échanger entre eux. Et donc moi, je vais venir mettre de l'huile dans les rouages à différents niveaux pour leur présenter aussi des cas concrets, apporter du contenu supplémentaire, etc. Et l'idée, c'est que euh, voilà, ils soient les plus autonomes possibles, parce que à l'aise, parce que en confiance, pour mettre en œuvre leur dispositif d'évaluation. Donc encore une fois, celui peut être défini conçu lors de la certification bronze ou pas, hein, ou un nouveau, et les accompagner donc jusqu'à la soutenance. Et la soutenance, c'est concrètement, ils doivent présenter leurs résultats réels. Donc jusqu'au niveau 4, hein, il faut des vraies données jusqu'au niveau 4. Donc c'est pour ça que l'évaluation est évaluée sur les 4 niveaux. Et donc il faut que cette présentation soit faite à leurs clients, internes comme externes, et, euh, et que cette présentation soit faite aussi au formateur, donc à moi-même, pour ensuite que je puisse dire, OK, c'est une bonne évaluation, ça se tient, on définit tous ces critères-là, on les présente en formation, il y a vraiment des données à tous les niveaux, sur les 4 niveaux, etc. Bravo, vous êtes certifié argent. Et donc, au choix, je sais qu'il y a des participants qui préfèrent d'abord faire leur présentation à leurs clients internes comme externes, puis à moi, ou certains préfèrent l'inverse, c'est-à-dire je sers un peu de présentation à blanc, de soutenance à blanc, pour que voilà, avoir des retours, etc., avant de se présenter face à leurs clients réels. Comme ça, voilà, une fois qu'ils ont fait la soutenance avec moi, quand je dis soutenance, hein, ça se fait à distance, hein, c'est court, c'est une demi-heure, etc. Mais ensuite, on discute et moi, je donne des conseils en disant, tiens, tu devrais insister là-dessus, etc., etc. Et voilà. Et une fois que ça c'est fait, ils peuvent être certifiés argent. Et envisager l'or, ça sera un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet pour un autre moment. Exactement. Peut-être pour notre épisode. Bon, mais Allez, super. Merci beaucoup, Jonathan. Je te souhaite un bel après-midi, bonne continuation. On se retrouve bientôt pour l'épisode 8 pour ce podcast Retour sur les attentes. À bientôt. avec plaisir, Joss. À bientôt.